frérot. Bon, allez hop. Allez, Karine, non, fais-le marcher. Ici, Karine. Oh allez arrête, commence pas à me baisser Tu penses pas que t'as assez bu comme ça? Merci. Quoi, t'es Ouais mais quoi? arrête, on a Attends. presque rien bu, 2 verres en plus, hyper cher, attends. Hyper cher, d'accord. On peut bien se taper une mousse quand même. Oh, le pain mousse, je le reveux demain. Tu m'enfiles là, vas-y. Attends. Ça roule un petit pour la route. Hein. Ouais, bah elle va être belle ta route, hein. Ah non, merci, j'ai arrêté. Attends, j'ai des aliments. Eh mais non, arrête, c'est bien un contrôle. Mais balance C'est vrai, le gendarme. Balance le pétos, vite. C'est ouf, on l'a pas fini. Hein. Mais tu veux le finir en cabane ou quoi? Je te dis de le jeter. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Vous voulez nous présenter les papiers afférents à la conduite et la mise en circulation de votre véhicule, s'il vous plaît? Vas-y, c'est... Merci. Nous effectuons un contrôle de l'alcoolémie. Voulez-vous soumettre au dépistage, s'il vous plaît? Vous gonflez le ballon d'un souffle continu et fort. Allez-y. Le dépistage est positif. Donc nous allons vous conduire à la brigade de gendarmerie pour vous soumettre à l'appareil éthylomètre qui va vous donner votre taux exact d'alcool. D'accord? Donc voulez-vous nous suivre à la véhicule, s'il vous plaît? Voulez-vous installer? C'est vous qui prenez le volant maintenant? Oui. Je vais vous demander de souffler dans l'appareil pour voir votre taux d'alcoolémie. D'accord. C'est bon, vous avez 0, vous pouvez nous suivre jusqu'à la gendarmerie pour récupérer votre camarade. D'accord. Cet appareil va se mesurer en milligrammes d'air expiré. Il faudra qu'on multiplie le chiffre ici par 2 pour avoir votre taux exact d'alcool dans le sang. Je vais vous demander de souffler d'un seul souffle sans mettre la langue sur l'embout. Allez-y, soufflez. Donc vous avez un taux de 0,60. Vous allez faire l'objet d'une contravention de 4e classe. Vous allez nous suivre jusqu'au bureau, on va établir la procédure. Les jeunes sortent souvent en bande le week-end avec des véhicules parfois suroccupés. Il est assez courant de lire le lundi matin dans la presse régionale « 5 jeunes se tuent en rentrant de la discothèque ». Ce contrôle, fait par la gendarmerie, a pour but d'empêcher les consommateurs d'alcool de provoquer des accidents. Lorsque le jeune homme a soufflé dans le ballon, le réactif chimique jaune contenu dans le tube a viré au vert. Qu'est-ce que cela signifie? D'une part, que ce jeune homme a l'haleine alcoolisée, et d'autre part, que son taux d'alcool atteint au moins 0,25 mg par litre d'air expiré, parce que la couleur verte a dépassé ce repère. Mais ce résultat doit être confirmé. Il ne s'agit que d'une présomption. Et comment le résultat peut-il être confirmé?
Pour connaître avec précision l'alcoolémie atteinte, les policiers l'emmènent au poste pour le faire souffler dans un éthylomètre, qui est un appareil homologué. Le résultat est exprimé en milligrammes par litre d'air expiré. Si le conducteur avait été ivre et incapable de souffler, on aurait dû procéder à une prise de sang. Le résultat serait alors exprimé en grammes par litre de sang, 0,60 grammes par litre. Le conducteur peut repartir une fois l'infraction constatée. Non. À partir de ce moment, sa voiture est immobilisée, c'est-à-dire qu'il ne peut pas la conduire immédiatement. Les gendarmes le laisseront repartir à condition que ce soit une autre personne qui conduise, si elle en a les capacités. On a vu le passager avant jeter un cône par la vitre. Ça veut dire qu'il fumait du cannabis ou autre chose. Oui, sans doute. Et on sait d'une manière certaine que même les drogues dites douces, telles que le cannabis, dont l'usage est de plus en plus répandu, ont des effets similaires à ceux de l'alcool et sont plus dangereuses pour la conduite qu'une alcoolémie de 0,50 grammes par litre de sang. Donc, il ne serait pas souhaitable que ce soit cette personne qui conduise. On ne doit pas avoir bu pour conduire, d'accord, mais pourquoi? Quelles sont les conséquences sur la conduite? L'alcool détend et désinhibe. Ça veut dire qu'on éprouve une plus grande confiance en soi. À court terme, et lorsqu'il est consommé à des doses importantes, il provoque un état d'ivresse et peut entraîner des troubles digestifs, des nausées, des vomissements. Oui, l'alcool rend malade, quoi. Mais ce n'est que la partie visible des conséquences quand l'alcool est consommé avec exagération. Même consommé avec modération, ne serait-ce que 2 verres, on constate une diminution de la vigilance et un rétrécissement du champ visuel qui sont souvent responsables d'accidents de la circulation. Il faut bien garder à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire d'être ivre pour provoquer un accident de la route. Dès le taux de 0,30 g par litre de sang, le champ de vision est modifié et les attitudes commencent à changer. Mais ce qui est pervers, c'est qu'on n'a pas conscience de ces transformations sur soi. L'une des conséquences importantes est l'augmentation du temps de réaction d'au moins 50 à 100%, voire plus, en fonction de l'alcoolémie atteinte. Supposons 2 conducteurs. Celui de la voiture bleue est sobre, il n'a pas bu une goutte d'alcool. Celui de la voiture jaune a bu de l'alcool. Ces 2 conducteurs roulent à la même vitesse, soit 50 km/h. On considère que le conducteur de la voiture jaune a une alcoolémie égale à 0,80 g par litre. On estime le temps de réaction du conducteur de la voiture bleue égal à 1 seconde. Celui de la voiture jaune, du fait de son alcoolémie, a un temps de réaction plus long, soit environ 1,5 secondes. La distance parcourue pendant le temps de réaction est donc plus longue. La distance de freinage est identique dans les 2 cas, mais le résultat, la distance d'arrêt, est différente. 25 mètres pour le conducteur sobre et 31 mètres pour l'autre. 6 mètres d'écart qui peuvent être fatals pour éviter une collision. Au contact de l'alcool, le réactif chimique d'un alcotest devient jaune, réponse A, vert, réponse B. Souffler dans un ballon alors qu'on a bu de l'alcool modifie la couleur dans ce tube. De jaune, il devient vert. Si la couleur atteint ce repère, cela veut dire que l'alcoolémie est probablement au moins de 0,50 g par litre de sang. Il est alors interdit de conduire. Réponse B. 0,50 g d'alcool par litre de sang, exprimé en milligrammes par litre d'air expiré, est équivalent à 5 mg par litre, réponse A, 1 mg par litre, réponse B, 0,50 mg par litre, réponse C, 0,25 mg par litre, réponse D.
Pour calculer un taux d'alcoolémie, il faut savoir que le rapport des concentrations air expiré 100 est constant. À une alcoolémie exprimée en grammes par litre correspond une concentration en alcool dans l'air expiré 2100 fois plus faible, s'exprimant donc habituellement en milligrammes par litre. Pour retenir le calcul d'une manière simple, on divise par 2 le résultat obtenu exprimé en grammes et on l'exprime en milligrammes. Donc, 0,50 g par litre de sang égale 0,25 mg par litre d'air expiré. Réponse D. Avec l'alcool, le champ visuel rétrécit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le temps de réaction augmente. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dès 0,30 g par litre de sang, le champ visuel rétrécit et réagir à des imprévus demande plus de temps. Réponse A et C. Peut-on facilement dresser la liste des détériorations des capacités physiques liées à l'alcool? Il y a les troubles de l'équilibre, de la marche, de la coordination musculaire et de l'adresse. Je suis réfléchi. Mais cette démarche incertaine est-elle due aux muscles qui se ramollissent sous l'effet de l'alcool? Pas du tout. Elle est due à l'atteinte du cervelet, qui est une zone du cerveau responsable de l'équilibre du corps et particulièrement sensible à l'alcool. À quoi est dû le trouble de la parole? Pourquoi une personne ivre s'exprime-t-elle en bafouillant? Le cervelet, lui encore, est responsable aussi du caractère pâteux de la voix. Quelles répercussions tout cela peut-il avoir sur la conduite? Cela se traduit par des accélérations, des coups de frein brutaux, des coups de volant brusques, des gestes imprécis sur les commandes manuelles et les pédales. Les effets de l'alcool peuvent être catastrophiques, d'accord. Mais alors, la plupart du temps, la consommation d'alcool dans les bars devrait être interdite, non? À partir du moment où on prend le volant, oui. Mais on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque consommateur. C'est à chacun de se responsabiliser et d'être informé. Il faut distinguer 2 types d'usage ou de comportement. Dans les bars, on sert des doses standards d'alcool, mais la pratique est différente si l'on est chez soi ou chez des amis, par exemple. Qu'est-ce que c'est des doses standards? Pour comprendre ce que sont des doses standards, il faut d'abord parler de la densité de l'alcool. La densité, c'est le rapport entre la masse d'un volume d'un liquide donné et la masse du même volume d'eau. La référence est donc l'eau, dont la densité est égale à 1. La densité de l'alcool est environ de 0,80. L'alcool est donc moins lourd que l'eau. 1 litre d'alcool pur pèse environ 800 grammes. 1 litre de vin à 10 degrés, ou 10% d'alcool, contient donc 80 grammes d'alcool pur. Mais les doses standards dans tout ça? Eh bien, faisons un peu de calcul. Si vous commandez une bière, vous buvez 250 ml multiplié par 5% égale 12,5 ml d'alcool. Si vous commandez un verre de vin, vous buvez 120 ml multiplié par 10% égale 12 ml d'alcool. Si vous commandez un whisky, vous buvez 30 ml multiplié par 40% égale 12 ml. En pratique, on peut donc exprimer la consommation d'alcool en verres ou en grammes. Chaque fois qu'on boit un verre, on ingurgite 12 ml d'alcool pur ou 10 grammes d'alcool pur. Pourquoi 10 grammes? La densité de l'alcool étant de 0,80, si on multiplie 12 ml par 0,80, on obtient 9,6 grammes, que l'on arrondit à 10 grammes pour simplifier. Cette coïncidence n'est pas le fruit du hasard. En fait, 10 grammes représente la dose d'alcool standard susceptible de procurer une sensation agréable. Un whisky servi dans un verre à bière procurerait un effet excessif,
donc désagréable. Tandis qu'un fond de bière dans un verre à whisky aurait un effet nul. Dans un bar, après avoir bu une bière, un apéritif et 2 verres de vin rouge, la quantité consommée d'alcool pur correspond à 10 grammes, réponse A, 20 grammes, réponse B, 30 grammes, réponse C, 40 grammes, réponse D. Dans les bars, sont servies des doses standards d'alcool qui correspondent à des quantités qui ne sont pas le fruit du hasard. Par exemple, un canon est une mesure de vin d'1/8 de litre, soit 12,5 centilitres. Quel que soit le verre d'alcool bu, la quantité d'alcool pur absorbée est égale à 10 grammes. Donc, après avoir bu 4 verres, j'ai absorbé 40 grammes d'alcool pur. Réponse D. Mais est-ce qu'il y a une manière de connaître le taux d'alcool que l'on a dans le sang? Une sorte d'indicateur qui pourrait alerter le conducteur que ce n'est vraiment pas le moment de prendre le volant? Oui, il y a une méthode approximative qui pourrait être prise en compte. Il suffit de la noter et de la laisser dans la boîte à gants de la voiture pour s'y reporter quand c'est nécessaire. En premier lieu, il faut savoir que le corps humain est constitué de 50 à 70% d'eau, et que ce pourcentage d'eau est plus important chez les maigres que chez les personnes obèses, parce que les graisses contiennent très peu d'eau. Supposons un homme de 70 kg de corpulence moyenne, dont le corps est constitué de 60% d'eau. 70 kg multiplié par 60% égale 42 litres d'eau. Supposons que cet homme ait bu à jeun 2 verres standards, qui équivalent donc à 20 grammes d'alcool pur. Son alcoolémie serait de 20 grammes divisé par 42 litres égale 0,48 grammes par litre de sang. Mais attendez, ça veut dire qu'après avoir bu 2 verres, notre homme s'approche de la limite réglementaire qui risque de lui valoir une amende s'il se fait contrôler? Exactement. C'est une méthode approximative, mais qui donne une indication sur le comportement à adopter. Un homme de 80 kg absorbe à jeun 4 verres de whisky sec. Son alcoolémie s'élève à plus de 0,80 g par litre de sang. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. La formule qui permet d'avoir une réponse approximative est la suivante. Quantité d'alcool absorbé divisé par le poids du consommateur, lui-même multiplié par un coefficient égal à 60%, soit 4 whisky égale 40 g d'alcool pur, 80 kg multiplié par 60% égale 48 litres d'eau, 40 g divisé par 48 litres égale 0,83 g par litre. Réponse A. L'alcool se diffuse dans le corps avec la même rapidité, que l'on mange ou que l'on soit à jeun? Boire la même quantité d'alcool à jeun qu'au cours d'un repas a des répercussions sur le taux d'alcool dans le sang. À jeun, c'est-à-dire l'estomac vide, l'alcool se diffuse rapidement dans l'organisme, entre 15 et 30 minutes après absorption. Tandis que si l'estomac est plein, la diffusion est ralentie par les aliments dans l'estomac et se fait environ 1 heure ou 2 après absorption. Le pic d'alcoolémie est atteint avec retard et peut donc se situer 1 heure après le début d'un repas, ce qui retarde d'autant l'élimination de l'alcool. Cette donnée doit être prise en compte avant de prendre la route. Supposons que j'ai mangé vers 13 heures et que j'ai bu 3 verres. J'atteindrai une alcoolémie maximale de 0,50 g par litre vers 14 heures. Supposons maintenant que je n'ai pas mangé et que j'ai bu 3 verres. Mon alcoolémie sera de 0,77 g par litre vers 13h15. L'alcoolémie maximale est atteinte à jeun environ 15 minutes après absorption. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après un repas, environ 1 heure après absorption. Oui, réponse C. Non, réponse D.
À jeun, c'est-à-dire estomac vide, l'alcool transite rapidement dans l'organisme, entre 15 et 30 minutes après absorption. Tandis que si l'estomac est plein, la diffusion est ralentie par les aliments dans l'estomac et se fait environ 1 heure ou 2 après absorption. Cette donnée doit être prise en compte avant de prendre le volant. Réponse A et C. Comment peut-on éliminer l'alcool que l'on a dans le sang? Il n'existe pas de remède miracle. C'est le foie qui élimine 95% de l'alcool. Les reins en éliminent environ 2,5% et les poumons environ 2%. Mais si on a une activité physique intense, comme la danse lors d'une soirée, ça peut contribuer à réduire le taux d'alcool dans le sang. Non, l'élimination de l'alcool par la transpiration, les larmes ou la salive est négligeable. L'activité physique n'accélérera pas le processus. Uriner fréquemment n'y fera rien non plus. Seul le temps est efficace. Et est-ce que le café peut réduire les effets de l'alcool? Non. Le café réveille les sens, mais n'a aucun effet sur la concentration d'alcool dans le sang. La caféine peut au contraire ralentir la vitesse d'élimination de l'alcool et donc prolonger l'intoxication. Le foie élimine 95% de l'alcool. Mais combien de temps lui faut-il pour éliminer une alcoolémie de 0,50 g par litre? Le coefficient d'élimination peut varier de 0,10 à 0,30 g par litre de sang en 1 heure, selon les individus. Une personne éliminant 0,15 g par litre par heure attendra un peu plus de 3 heures pour avoir 0 g d'alcool dans le sang. Peut-on considérer qu'il y a une inégalité des individus face à l'élimination de l'alcool? Oui, dans la mesure où l'on considère que la personne qui élimine 0,30 g d'alcool par litre de sang à l'heure pourra prendre la route beaucoup plus rapidement que la personne qui n'élimine que 0,10 g par litre par heure. Une personne éliminant 0,30 g par litre de sang aura totalement éliminé son alcoolémie au bout d'1 heure 40 minutes. L'alcool dans le sang est éliminé essentiellement par les poumons, réponse A, le foie, réponse B, les reins, réponse C, le sang, réponse D. Une infime partie de l'alcool est évacuée par la peau avec la transpiration. Environ 2% sont éliminés par les poumons dans l'air expiré et 95% sont éliminés par le foie, par oxydation. Réponse B. Ça réchauffe. Ça donne un bon coup de fouet, oui. Ça c'est sûr, ça. Et qu'est-ce qu'on disait, là? On parlait de la mort. Ah oui, oui. J'ai entendu à la radio que l'alcool est l'une des premières causes de mortalité en France. Tu rigoles, ça veut dire combien de morts? Écoutez, j'ai bonne mémoire, 50 000. Ouais, 50 000, c'est vite dit, hein. Ouais, il a raison, il n'y a quand même pas que des cirrhoses du foie. Non, il y a aussi des cancers de l'œsophage. Et puis aussi des troubles du comportement. Vous savez, tous les gens qui se suicident à cause de l'alcool. Ah, il paraît aussi qu'il y a pas mal de meurtres et de viols qui sont commis par les alcoolos. Ah non, là, tu te gourres, là. C'est pas forcément des alcoolos, hein, j'ai lu ça. Il y a aussi des gens comme nous, par exemple, qui boivent un petit coup de trop, et puis... Et toi, tu dis rien, pourquoi? Parce que l'an dernier, ma sœur s'est fait écraser par un mec qui avait un peu trop bu. Combien de morts attribue-t-on à l'alcool en France chaque année? Environ 40 000. Ils sont dus principalement à des cirrhoses du foie, des cancers, des troubles neuropsychologiques, des suicides, des arrêts cardiaques. Quel est le pourcentage des accidents mortels sur la route dont le facteur principal est l'alcool? Plus de 30%, soit environ 1500 tués par an. Qui conduit un véhicule sous l'emprise de l'alcool? Davantage les hommes ou les femmes? Le sexe masculin à 90%. Seul un petit nombre de conducteurs conduisent alors qu'ils sont alcoolisés et sont ainsi responsables d'un grand nombre d'accidents.
Il existe des solutions pour ne pas conduire saoul lors d'une soirée qui a été bien arrosée. Il est souvent possible de rester dormir chez des amis qui reçoivent, ou de prendre un taxi, ou encore de se faire reconduire par une personne qui n'a pas bu. On peut aussi choisir de ne pas boire d'alcool lors d'une soirée. Et si l'on reçoit des invités, il n'y a aucune honte à offrir aussi des boissons non alcoolisées. Les sanctions liées à l'alcool sont parmi les plus sévères. 3 choses sont à retenir. Primo, l'idéal, c'est de conduire sans une goutte d'alcool dans le sang. Secondo, à partir de 0,50 g d'alcool par litre de sang, il est interdit de conduire, sinon on commet une contravention. Tertio, à partir de 0,80 g d'alcool par litre de sang, conduire est un délit, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une infraction intermédiaire entre la contravention et le crime. Le délit est toujours jugé par un tribunal correctionnel, qui peut prononcer des peines d'amende et de prison. Conduire avec une alcoolémie comprise entre 0,50 g par litre et 0,79 g par litre de sang a pour conséquence la perte de 6 points sur les 12 points du capital initial du permis de conduire, une amende de 135 €. En cas d'accident ayant causé des blessures graves, les conséquences supplémentaires peuvent être une annulation ou une suspension du permis de conduire pendant 10 ans maximum, une immobilisation ou une confiscation du véhicule, une amende de 75 000 € maximum, 5 ans de prison maximum, une cotisation d'assurance multipliée par 2,5. Conduire avec une alcoolémie supérieure ou égale à 0,80 g par litre a pour conséquence la perte de 6 points sur les 12 points du capital initial du permis de conduire, une amende d'un montant maximal de 4 500 €, une annulation ou une suspension du permis de conduire pendant 3 ans maximum, une immobilisation pendant 1 an du véhicule ou une confiscation de celui-ci, 2 ans de prison maximum, une cotisation d'assurance multipliée par 2,5. Conduire est un délit dès que le taux d'alcool dans le sang atteint 1,20 g par litre, réponse A, 1 g par litre, réponse B, 0,80 g par litre, réponse C, 0,50 g par litre, réponse D. Conduire avec 0,50 g par litre constitue une contravention. Le délit se situe entre la contravention et le crime. Conduire est un délit dès que le taux d'alcool dans le sang atteint 0,80 g par litre. Réponse C. La première fois que j'ai fumé un joint en conduisant, j'avais l'impression de rouler à 90 alors qu'en réalité j'étais à 30 km/h. Ça m'a fait des hallucinations un peu bizarres, notamment celle d'être en fait tout petit derrière un grand volant. Par la suite, je suis même passé dans un tunnel en fait où là j'avais l'impression de rouler de bas vers le haut comme une sorte de puits qui s'enfonce dans la terre. Donc comme ça c'est un petit peu amusant, mais à tout bien y réfléchir, c'est un peu effrayant dans la mesure où après avoir fumé l'herbe, j'étais un peu fatigué, j'ai commencé à m'endormir et là c'était un peu dangereux dans la mesure où j'étais seul dans la voiture et surtout j'avais une grande route à faire. On parle beaucoup de l'alcool au volant, mais qu'en est-il de la drogue ou des drogues au volant? Tout d'abord, il faut définir ce que sont les drogues. Les drogues, c'est aussi bien le cannabis, l'ecstasy, l'alcool, le tabac ou les médicaments. Toutes agissent sur le cerveau et ont donc des répercussions sur le comportement. Seulement, certaines drogues sont plus dangereuses que d'autres. Donc, quand on parle d'alcool ou de drogue au volant, il faut savoir que tous ces termes regroupent, en fait, peuvent se regrouper sous le même vocal, c'est à savoir donc, les substances psychoactives, donc des substances qui vont avoir un effet donc, sur le cerveau. Ces substances sont connues, donc il s'agit de l'alcool, il s'agit du tabac, il s'agit donc des benzodiazépines, donc des anxiolytiques, des médicaments qui vont calmer l'angoisse, des antidépresseurs.
Ces substances que je viens de citer sont des substances qui sont légales, on dit aussi illicites. Et puis donc nous avons les substances qui sont illicites, donc illégales, qui sont donc la cocaïne, qui sont les opiacés, donc l'héroïne, qui sont donc les amphétamines, donc, et dont fait partie l'ecstasy, et qui sont aussi donc le cannabis. Il y a d'autres substances dont l'usage est déjà plus particulier, donc c'est le LSD, la kétamine, qui sont des substances donc assez marginales. Ce qui différencie ces substances, c'est leur cadre légal. Cannabis, cocaïne, ecstasy sont des substances illégales. Le code pénal en interdit et en réprime la production, la détention et la vente. Leur usage est également interdit et sanctionné. Les médicaments tels que les anxiolytiques ou les antidépresseurs sont des produits licites. Ils sont prescrits pour traiter les états d'anxiété, de troubles du sommeil, de dépression. Leur production et leur usage sont contrôlés. L'alcool, le tabac sont des produits licites. Ils sont consommés librement. Je dis que si vous fumez un joint et que vous conduisez, vous prenez un risque. Donc vous prenez un risque, parce que vous avez une perte d'un certain nombre de facultés qui sont nécessaires, si vous voulez, à la conduite automobile. Ceci dit, on sait quand même qu'en termes de conduite, les gens qui fument, puisqu'il n'y a pas de désinhibition, ils sont quand même un peu moins sujets à franchir les règles. Donc ils auraient sans doute peut-être une conduite plus prudente. Ça ne veut pas dire qu'il faut fumer. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est pas tant, si vous voulez, le joint de cannabis, c'est beaucoup plus les mélanges. C'est-à-dire que ce qui pose problème, c'est d'avoir fumé, c'est d'avoir consommé de l'alcool et c'est d'être en dette de sommeil. Et donc, ces trois facteurs-là font que c'est un mélange un peu explosif, où là, effectivement, on est vraiment dans la perte de contrôle, dans la prise de risque. On a donc des facultés d'adaptation, donc les facultés de conduire, donc liées à la vigilance, aux perceptions, ou au temps de réaction, qui sont perturbées et donc qui sont néfastes à la conduite. Les effets du cannabis sur le comportement du conducteur sont globalement similaires aux effets de l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le cannabis, comme l'alcool, peut provoquer une euphorie, une certaine somnolence, des difficultés à accomplir une tâche et perturbe la perception visuelle, la perception du temps, la mémoire immédiate, etc. Réponse A. On détecte l'alcool dans le sang, on veut pouvoir détecter la consommation de cannabis ou d'autres drogues. À force de vouloir tout détecter, ne risque-t-on pas d'être trop répressif ? Si on poursuit aujourd'hui quelqu'un qui conduit avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,50 g par litre de sang, il faut aussi s'intéresser aux conducteurs qui sont sous l'effet de drogue au volant. Il ne s'agit pas de savoir ce que font les gens chez eux, mais ce qui se passe lorsqu'on est derrière un volant. Tout conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel doit se soumettre à un dépistage des stupéfiants. Mais la présence de drogue peut être vérifiée aussi en cas d'accident matériel, en cas de vitesse excessive ou de non-port de la ceinture, etc. Le dépistage des drogues n'est sans doute pas une mesure suffisante pour régler le problème. Des actions de prévention en direction des jeunes conducteurs doivent être impulsées, car la consommation de cannabis a augmenté. Impliqué dans un accident mortel de la circulation, je dois subir un test permettant de savoir si j'avais consommé des stupéfiants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la route devra subir un dépistage systématique de stupéfiants. Ce dépistage se fait à partir de tests salivaires, d'analyse d'urine, d'analyse de sang. Réponse A. Le plus dangereux est de prendre le volant si j'ai consommé, même modérément, de l'alcool uniquement. Réponse A. Du cannabis uniquement. Réponse B. Du cannabis et de l'alcool. Réponse C.
Les mélanges sont explosifs. Boire de l'alcool et fumer du cannabis multiplie les risques d'accident. Boire de l'alcool ou fumer du cannabis avant de prendre le volant est fortement déconseillé. Faire le cumul des deux et prendre le volant est totalement irresponsable. Réponse C. La France est l'un des pays les plus gros consommateurs de médicaments. Mais quels sont les principaux troubles que peuvent provoquer certains médicaments? Certains médicaments provoquent des sensations similaires à celles de l'alcool, des troubles visuels ou auditifs, des malaises, un état somnolent et des modifications du comportement. Tout ceci est forcément dangereux au volant. Mais peut-on établir une liste précise des médicaments qui provoquent ces troubles et sont donc dangereux à partir du moment où l'on prend la route? Il est difficile de les citer tous, parce que cette liste est très longue, mais on peut énumérer les plus courants. Il s'agit des tranquillisants ou des somnifères, et on conçoit aisément qu'ils puissent avoir des effets dangereux au volant, mais un simple sirop contre la toux peut lui aussi rendre somnolent. On peut citer aussi les antidépresseurs, certains médicaments de l'hypertension artérielle, ceux qui agissent contre la douleur, les médicaments contre le rhume des foins, certains antiépileptiques, certains antibiotiques, etc. Quelles précautions faut-il prendre si l'on suit un traitement? Il faut demander au médecin ou au pharmacien si les médicaments que l'on prend sont compatibles avec la conduite, qu'ils soient délivrés ou non avec une ordonnance. Lire la notice à l'intérieur de la boîte, ne pas dépasser les doses prescrites, regarder si le conditionnement extérieur comporte l'un de ces pictogrammes, qui est un signal d'alerte pour le patient. Les pharmaciens peuvent attirer l'attention des clients sur la présence du pictogramme et souligner les effets du produit sur la vigilance. La consommation de médicaments, donc on va dire psychotropes, donc qui vont agir sur le psychisme, a effectivement des répercussions en termes de conduite automobile, hein, à tel point que sur chaque boîte qui a des effets, des effets psychotropes, il y a maintenant un logo qui appelle à la vigilance de l'utilisateur vis-à-vis de la conduite automobile. Ce qui compte aussi, c'est de regarder s'ils ne sont pas associés à une prise d'alcool, parce que là, donc, les effets, là encore, se potentialisent. Hein. Donc ça veut dire que ça se multiplie. Donc si vous prenez donc avec votre tranquillisant de l'alcool, c'est comme si vous aviez doublé votre dose de tranquillisant, votre dose d'alcool. Vous faites les calculs et ça monte très vite. Mais que se passe-t-il si un conducteur un peu fatigué et qui a un rhume des foins qu'il soigne avec un médicament prend lors d'une soirée quelques apéritifs et fume du cannabis par exemple? L'association de plusieurs facteurs de risque augmente beaucoup le risque global. C'est-à-dire que cela aboutit non pas à une addition, mais à une multiplication du risque routier. Prenons l'hypothèse suivante. Un conducteur fatigué, à la suite de 4 heures de conduite ininterrompue, multiplie ses risques d'accident par 4. La prise de médicaments multiplie le risque d'accident par 3. Une alcoolémie égale à 0,80 g par litre multiplie les risques par 12. Et fumer du cannabis multiplie les risques par 4. Au total, les risques d'avoir un accident se potentialisent, c'est-à-dire qu'ils se multiplient, ils ne s'additionnent pas. Si on supprime le cannabis et l'alcool, et que l'on roule en étant malade et fatigué, on a tout de même environ 12 fois plus de risques d'avoir un accident. Dès ce stade, le conducteur ne devrait surtout pas prendre la route. Et en tout cas, il devrait facilement comprendre que la moindre goutte d'alcool ou le moindre pétard va augmenter considérablement le risque d'accident. Parmi les médicaments, seuls les tranquillisants ou les somnifères sont dangereux si l'on doit conduire un véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une certaine somnolence peut être provoquée par un simple sirop contre la toux. De nombreux autres médicaments, pris par le plus grand nombre, comme certains antibiotiques, peuvent avoir des effets incompatibles avec la conduite. Réponse B. Pour savoir si les effets d'un médicament sont incompatibles avec la conduite, on peut chercher ce symbole sur la boîte. Oui,
Réponse A. Non. Réponse B. Demandez l'avis du pharmacien. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour savoir si les effets d'un médicament sont incompatibles avec la conduite, on peut lire la notice du médicament, demander l'avis du pharmacien ou du médecin et chercher l'un de ces pictogrammes sur l'emballage. Réponse A et C. Certains produits industriels peuvent aussi avoir une action non négligeable sur la vigilance. Il y a effectivement des produits industriels, donc ce qu'on appelait les solvants. Ça a été vrai, ça a été un problème dans les années 80. Un certain nombre de produits, de substances n'étaient pas disponibles. On disait donc que les solvants étaient la drogue du pauvre ou la drogue de celui qui avait rien trouvé d'autre. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on trouve autre chose. Les garagistes, qui respirent fréquemment de l'oxyde de carbone, les fumées d'échappement, dans des endroits mal aérés, peuvent éprouver des sensations d'endormissement. Fumer en voiture est fortement déconseillé, particulièrement dans un habitacle clos. Les émanations de monoxyde de carbone entraînent à terme des maux de tête, des picotements des yeux et une somnolence. Allumer une cigarette, tout comme téléphoner d'ailleurs, ou manger un sandwich en conduisant, entraîne des gestes perturbateurs et une distraction du conducteur qui sont générateurs d'accidents. La fatigue est, elle aussi, source d'accidents. Comment peut-on la définir d'une manière générale? La fatigue, c'est la détérioration des performances au fur et à mesure que le temps passe, sans en avoir réellement conscience. Elle résulte d'un excès de travail de l'organisme. Elle est la conséquence d'un effort intense ou prolongé, physique ou intellectuel. On peut distinguer plusieurs types de fatigue. La fatigue physique, elle résulte d'une activité musculaire, le sang s'enrichit en déchets et l'organisme s'appauvrit en stock énergétique. La fatigue nerveuse, activité mentale ou intellectuelle soutenue, le cerveau semble vidé. Elle s'accompagne souvent de fatigue visuelle. La chronofatigue, elle est le résultat, par exemple, des décalages horaires, du travail de nuit ou des 3 fois 8 heures. La fatigue chronique, elle est due au surmenage, au stress, aux soucis trop importants, qu'ils soient d'ordre familiaux, professionnels, sentimentaux, etc. Elle peut engendrer une dépression. Quelles sont les causes de la fatigue au volant? Il y a des causes liées à l'environnement routier, telles que la signalisation fondue dans les panneaux publicitaires, la monotonie du trajet, la densité du trafic, le mauvais état de la route. Il y a des causes liées à l'état physique ou psychique du conducteur, le manque de sommeil, la maladie, la soif, les tracas. Il y a des causes liées au véhicule, une mauvaise installation, le bruit excessif de la radio ou du moteur. Il faut considérer que conduire un véhicule est une activité à part entière. Quels sont les effets de la fatigue? Globalement, le traitement des informations par le cerveau est très lent. Le temps de réaction peut donc passer de 1 seconde à 1 seconde et demie, voire 2 secondes ou plus, ou dans le pire des cas, celui de l'endormissement, à aucune réaction du tout. Quelles sont les conséquences de la fatigue visuelle? C'est la vision en tunnel, qui est une altération du champ visuel périphérique. C'est une mobilité du regard réduite, une acuité visuelle diminuée, surtout la nuit, une prolongation du temps de fixation, donc une diminution du nombre d'informations retenues. Quelles sont les conséquences de la fatigue nerveuse? L'anxiété, l'impatience, l'agressivité. Et les conséquences de la fatigue musculaire? Une mauvaise coordination des mouvements, une crispation des membres sur les commandes. Et quels sont les effets ultimes de la fatigue? La somnolence, l'assoupissement, l'endormissement. Un conducteur fatigué fait des erreurs de jugement et de perception. Il se concentre sur un seul aspect, sa position sur la route par exemple. Tandis qu'un conducteur reposé et détendu tient compte de la vitesse de sa voiture, de sa position sur la route par rapport au reste du trafic, de l'état de la chaussée,
de la proximité des croisements, des conditions météorologiques et de la visibilité. Avec la fatigue, le temps de réaction augmente, réponse A, diminue, réponse B, ne varie pas, réponse C. Le temps de réaction, c'est-à-dire le temps que l'on met à réagir à une situation, est plus long dès lors que l'on est fatigué. Réponse A. Quels sont les signes annonciateurs de la fatigue? Ce sont des signes que tout le monde connaît, bien sûr. Pour la fatigue musculaire, ce sont des crampes, des courbatures, des douleurs dorsales qui nécessitent des modifications fréquentes de la position de conduite, par exemple. Pour la fatigue visuelle, ce sont des picotements des yeux, une sensibilité à l'éblouissement, des maux de tête parfois. Et pour la fatigue nerveuse, ce sont des agacements, un ennui et une intolérance vis-à-vis des autres usagers. Les bâillements font bien entendu partie des signes annonciateurs. Mais pourquoi bâille-t-on? Avec la fatigue, la faim, l'ennui, la monotonie, le besoin de sommeil, la respiration ralentit. Les vaisseaux capillaires qui amènent le sang aux cellules nerveuses du cerveau ne sont pas alimentés suffisamment en oxygène. Le cerveau réagit aussitôt et ordonne aux organes du corps de remédier à cette situation. Et c'est involontairement que l'on respire longuement et que l'on expire profondément en étirant les muscles du visage. Donc, le principe du bâillement consiste à acheminer, par un réflexe naturel, plus d'air aux poumons. Y a-t-il de bons remèdes contre la fatigue? Le remède le plus efficace contre la fatigue est forcément le repos et des nuits de sommeil normales. Donc, il est préférable de ne pas partir après une journée de travail, dans la précipitation. La vitamine C est efficace pour lutter contre le rhume ou la grippe, mais pas contre la fatigue. Le café pris à forte dose est un excitant qui donne un coup de fouet passager, mais augmente la fatigue. L'effet excitant de la nicotine dure le temps de fumer une cigarette. Un habitacle en fumée favorise la fatigue. L'alcool désinhibe dans un premier temps, excite dans un second temps et altère les capacités physiques et intellectuelles. Une voiture bien préparée est un moyen de retarder la fatigue, parce qu'on n'est pas préoccupé par des problèmes mécaniques ou une vidange, etc. Quand un itinéraire est bien préparé, cela favorise une meilleure concentration sur l'environnement et les autres usagers. Le repos, un petit déjeuner équilibré, une bonne installation au poste de conduite, une pause d'un quart d'heure toutes les 2 heures de conduite, passer le volant à un autre conducteur, une alimentation légère pendant le trajet, sont les petits trucs pour retarder la fatigue, mais pas pour l'annuler. Il faut donc toujours rester vigilant. Après avoir conduit 2 heures, il est bon de faire une pause minimum de 5 minutes, réponse A, de 15 minutes, réponse B, de 30 minutes, réponse C. Après avoir conduit 2 heures, il est bon de faire une pause minimum de 15 minutes pendant lesquelles on s'aère, on se dégourdit les jambes, on boit de l'eau pour réanimer le corps en quelque sorte. Réponse B. Tout ce qui nuit aux performances physiques ou intellectuelles, alcool, drogue, médicaments, fatigue, stress, nervosité exacerbée, est susceptible d'augmenter les risques d'accident. Conduire une voiture qui pèse en moyenne 800 kg n'est pas une activité banale. Et accepter de conduire alors qu'on est sous l'emprise de l'une ou l'autre de ces drogues est un acte irresponsable. La plupart des substances psychoactives ont des effets qui s'entrecroisent, et les unes mêlées aux autres multiplient les risques d'accident. La dette de sommeil, donc la fatigue, est un ingrédient supplémentaire qui multiplie encore les risques. Lors d'une soirée programmée, il est préférable d'élire un élément du groupe qui devra renoncer à se droguer
au sens large du terme, pour être lucide et ramener à bon port le reste de la troupe. Il faut faire un choix, faire la fête, s'éclater, délirer ou conduire.